Je quitte Rio Grande en terre de feu pour faire mes derniers 200 km vers Ushuaia. Il fait beau, le vent n'est pas encore levé, il est 6h15. Et j'espère qu'il restera couché. Alors attention, pour la première fois, et pourtant j'en ai vu, des guanacos blancs. Alors, il y en avait plusieurs. Des guanacos blancs, c'est trop fort ça. C'est pratique pour la laine, elle est déjà blanche quoi. Ah mais je vous ai pas dit pourquoi ça s'appelle la terre de feu. Quand les premiers Européens sont arrivés ici, alors il faut lire, encore une fois, il faut lire le livre de Jean Raspail, qui se souvient des hommes, que je mets, tiens voilà, je me recule un peu, voilà. Et qu'on appelait les Alakalouf, en terre de feu, il y avait d'autres Indiens sur le continent, je parle de la terre de feu, et on l'appelait la terre de feu. Quand les premiers explorateurs sont arrivés, ces Alakalouf indiens entretenaient leur feu, ils connaissaient le feu, ils savaient faire du feu, mais c'était difficile, donc ils l'entretenaient tout le temps. Et donc quand les explorateurs passaient par le détroit et faisaient le tour de l'île, ils apercevaient les feux sur la côte sans voir les Indiens, qui étaient relativement primitifs. Faut quand même avouer que ils mangeaient des coquillages, donc ils vivaient sur la côte, ils cultivaient pas, ils mangeaient des restes de baleines échouées, ils vivaient dans des huttes pour une fois, et ils se déplaçaient selon les saisons pour les fruits et les coquillages. Donc c'était vraiment pas terrible. Primitif, ils avaient été repoussés jusqu'au bout, effectivement, par les autres Indiens qui avaient un petit peu plus de connaissance des armes et qui étaient un peu moins primitifs. Et donc les explorateurs ont appelé cette terre la terre de feu parce que ils apercevaient des feux sur la côte, tout simplement. Pour la petite explication. Je suis désolé si des fois je pars dans mes explications et puis je m'égare un peu, mais parce que il y a plein d'idées qui me viennent et je me perds un peu dans les méandres de mes idées quoi. Donc voilà, j'ai tellement de choses à partager et j'aime partager, donc et tout ça m'intéresse en plus. Donc voilà. Alors malheureusement, oui je continue, je suis désolé, ça me vient à l'idée. Alors malheureusement, ces Indiens ont disparu au début du siècle dernier à cause des épidémies qu'on leur a amenées, beaucoup de malades, beaucoup de maladies, et puis parce que les missionnaires qui sont venus les évangéliser, leur inculquer la culture, c'est-à-dire leur enlever toutes leurs traditions et leur culture qu'ils avaient propre, et excusez-moi, il y a les voitures, et donc ils les ont détruits quoi, complètement détruits, parce que ces gens-là n'étaient pas faits du tout pour s'habiller ou vivre comme les Européens vivent. Or les prêtres ils en ont bavé quand même. Mais je vous mets quelques photos d'un prêtre qui a fait des photos extraordinaires dans les années 20, les années 30 de ces Indiens. Voilà, je vous laisse rapidement regarder ces quelques photos, je vous mets, voilà, c'est vraiment c'était vraiment une culture étrange et très intéressante. Pour ceux que ça intéresse, encore une fois, je pense à un autre livre où il est fait mention du détroit de Magellan pendant un grand chapitre du livre. Excusez-moi, il y a les voitures, je m'entends pas parler. Et le revêtement goudron fait beaucoup de bruit. Et ils ont tous des pick-up qui adhèrent à la route. Et donc, un livret extraordinaire d'un monsieur anglais qui a fait le tour du monde en goélette. Un des premiers à faire le tour du monde en solitaire. Un livre
extraordinaire. Bon, c'est connu hein, dans le milieu de la navigation, le livre est connu. Joshua, j'ai un trou de mémoire. Je me range un peu, voilà, je vous mets la couverture. Et là, ça, pour ceux qui aiment éventuellement la navigation, mais surtout qui s'intéressent au détroit de Magellan à la fin du 19e siècle, waouh, c'est génial, c'est vraiment génial. Voilà, pour la petite, encore, anecdote supplémentaire. Bien entendu, je veux pas spolier l'histoire, hein, mais il y a les Indiens, il y a tout, quoi, dans le passage du détroit de Magellan par notre ami Joshua. Histoire vraie, bien sûr. Hein. Ensuite, le Pacifique, il attaque le Pacifique. Une histoire merveilleuse. Malheureusement, j'en verrai que sur la route. Ouais, c'est sur des petits tatous, quoi. Et d'Amérique du Sud. J'avais vu ça dans une bande dessinée quand j'étais gamin. Dans Tintin. Et j'en enverrai qu'écrasé. Excusez-moi pour ces images un peu macabres, mais je voulais vous montrer cet animal assez unique. Unique parce qu'il peut être porteur de la lèpre. Ça, c'est... il n'y a pas beaucoup d'animaux qui peuvent le faire, donc on a fait des recherches sur la lèpre grâce à ces animaux. Et puis la moyen de reproduction assez unique aussi, unique au monde. Mais unique au monde, ils ont quand même trouvé un nom, polyembryonie monozygotique. Fallait le chercher. Polyembryonie, parce que quand la femelle, l'ovaire de la femelle libère un ovule, l'ovule se divise en 4 et fait 4 petits identiques. Et ça, c'est unique au monde. Voilà, un ovule, 4 petits ovulons et 4 petits bébés tatous identiques. Voilà la particularité de cet animal, il mange des insectes, hein, c'est un insectivore, il mange que des insectes, des trucs, il se fait un terrier, hein, il vit dans un terrier. Et il vit dans la pampa, et de temps en temps il se fait éclater la tronche sur la route, la carapace éclate, j'en ai vu un éclate comme une noix de coco, paf. Bon allez, on file. Je longe toujours la côte est de la Terre de Feu, pour me diriger vers Ushuaia au sud de celle-ci. Et donc c'est toujours l'Atlantique. Regardez comme c'est beau. C'est un peu sauvage, il n'y a pas grand chose, mais regardez. Et la mer au fond. Chocolat, pas désagréable. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas un seul abri pour se protéger du vent. Mais bon, on prend l'habitude. Hein. Petite pause empanadas. Normal, hein. Je viens de remarquer que, excusez-moi, je mange, mais je viens de remarquer qu'il est temps que j'arrive. Mon pneu avant est fendu. Je vais aller voir le pneu arrière, mais enfin de la forêt, comme je pensais que c'était ici, quoi. Mais une forêt un peu étrange quand même, hein. C'est une des premières fois que je vois une éolienne. Je peux vous dire qu'elle tourne, hein. L'autre elle est arrêtée. Il y a un mec qui est pas trop con qui a mis une éolienne. Tu parles, elle va se faire arracher. Ah, ça va produire, hein. Ça doit chauffer là-haut. Je comprends pas, une énergie incroyable souffle tous les jours ici et
Oui, j'allais oublier de vous dire, ils se chauffent au gaz. Tout est au gaz, hein, ils pompent le gaz. Et le pétrole, ils pompent aussi. Alors qu'ils n'ont pas besoin de pomper, quoi. Qu'ils le gardent. Je vais continuer le maximum. Ça, j'en aurai moins à faire demain pour Ushuaïa. Je sais pas. En plus, j'ai envie de me faire un dernier bivouac fuédien. C'est comme ça qu'on dit, hein, pour les gens de la Terre de Feu. Les fuédiens. Et donc je continue, on verra bien. Mais bon, ça grimpe. Et là maintenant, c'est vraiment le paysage que j'attendais de la Terre de Feu, c'est-à-dire des arbres, des forêts, des montagnes, des lacs. Et la neige au sommet des montagnes. Là, j'y suis vraiment, quoi. Je suis à 100 km d'Ushuaïa, mon pneu se dégonfle. Il se dégonfle, et j'y arrive plus, et la pompe fonctionne pas. J'y crois pas. Putain, c'est pas vrai. L'air rentre pas. Non, l'air rentre pas. Donc, je vais rouler avec le pneu dégonflé, et en espérant que ça tienne jusque là-bas, quoi. C'est pas possible, ça. C'est vraiment pas de chance. Non, c'est pas la mer, c'est les grands lacs. Pas facile de trouver un spot pour dormir parce que, encore une fois, il y a des barbelés partout, quoi. Tout ici, tous les terrains sont... Donc là, je me suis trouvé un petit truc un peu planqué. Je vais essayer de monter ma tente dans les tourbières. Il y a quand même des épines, hein. C'est une sorte de tourbe moitié sèche. J'espère que l'eau va pas passer à travers et que je serai dans l'humidité. On va voir. Et puis demain matin, on file. Allez, dernière nuit dans la pampa. Génial, non? Moi, j'adore. Donc le principal problème actuellement, c'est mon pneu. Je sais pas comment il va être demain matin. Il est vraiment dégonflé, quoi. Je peux rouler, mais si, peut-être qu'il sera à plat demain matin, et auquel cas, faut réparer, quoi. Bon, j'ai une chambre à air, mais j'espère que c'est pas le pneu qui est naze. Et puis c'est bourré de moustiques. Bienvenue Thierry. C'est la première fois qu'il y a autant de moustiques. Et voilà mon dernier bivouac. Alors, je me suis couvert parce que je me fais bouffer par les moustiques. Et voilà, ce sera normalement, hein, c'est le dernier en terre de feu. Patagonie, terre de feu. Je suis super content. J'espère que j'aurai pas trop froid parce que c'est vraiment mouillé, c'est de la tourbe. Et je m'enfonce en marchant dedans. Voilà. Pour ma dernière nuit dans la pampa. Pas chaud, hein. On va vite sortir le sac de couchage. Le vélo est là avec l'alarme, hein, comme d'habitude. Si jamais quelqu'un veut ouvrir un sac ou bouger le vélo, boum boum, ça me réveille en tout cas. C'est assez bruyant. Alors, very importante, très important pour ceux qui ne sont pas anglophones. Le truc maintenant, c'est de rentrer dans la tente sans faire rentrer de moustiques. Parce que j'ai pas d'insecticide, hein. Donc ça va être la chasse sinon. Il y en a partout. Je regarde le crépuscule fuédien du mois de décembre, comme le décrit si bien Colohan dans ses livres. Et c'est un crépuscule qui dure très longtemps. On a l'impression que la nuit va pas venir.